mots pour me réjouir de la discussion sur le livre de Daniel. Visiblement, je n'ai pas été le seul à me réjouir de la discussion, puisque tu as eu droit, chose exceptionnelle, à des chœurs autour du voix au chapitre. Donc je ne sais pas si Jérôme collectionne les affiches, mais c'est la première affiche qui a eu des chœurs. C'est l'ascenseur qui est là-bas. Alors je ne sais pas, tu as une admiratrice ou un admirateur dans l'établissement. C'est peut-être toi qui a voulu attirer... se dénonce. qui a voulu attirer les gens à la discussion. En tout cas, je suis ravi qu'on discute du livre. Je vais laisser Anne-Christine, bien évidemment, présenter ce travail. Juste un petit point sur la question de l'écologie. C'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur à l'école. Au cours de la dernière année, on a eu l'occasion d'en discuter de manière parfois passionnée dans l'établissement, avec des points de vue différents et que j'espère complémentaires autour de la manière de réfléchir à l'environnement et aux sciences sociales. En tout cas, je suis persuadé que ce voix au chapitre aidera très largement à la discussion. Merci beaucoup à toi et merci aux intervenants, intervenantes. Merci Alice. Je vais vous écouter. Merci à toutes et à tous d'être là pour cette séance de voix au chapitre consacrée à ce livre, ce pavé paru fin 2024, Écologie humaine, aux éditions Créafis, sous la direction de Daniel Seyfaï, Mathieu Berger, Louise Carlier et Olivier Godin. Je voudrais tout d'abord dire que j'espère que la région Auvergne-Rhône-Alpes va continuer à soutenir les éditions Créafis, car il s'agit d'abord d'un très bel objet que je vous recommande d'acquérir. Vous pouvez en faire l'acquisition au fond de la salle chez les collègues qui sont installés derrière vous. Un très bel objet à la conception graphique très soignée, agrémenté de cartes et de photographies. Un livre relié à la couverture très agréable au toucher. Ça a été ma première remarque, et les sensations importent dans ce livre. 1 kg 340. C'est ce que j'allais te demander. Merci Daniel. 1 kg 340 pour 700 pages. C'est par ailleurs un livre en 3 dimensions, il est en 3D. Il contient d'une part des traductions inédites en français de textes des années 1930, dont 2 articles de Robert Park, l'ethnographie pionnière par la psychologue allemande Martha Muschow de La ville que vit l'enfant, qui clôt le livre, et la réflexion de Kevin Lynch sur la ville comme environnement, texte qui était paru en 1965. Deuxième dimension, il comprend des textes de réflexion rétrospective sur l'histoire de l'usage des catégories de l'écologie humaine, alors notamment par Andrew Abbott sur les approches de la ville au Royaume-Uni et aux États-Unis, par Jack Katz sur la genèse et l'écologie des quartiers de Hollywood, Stéphane Tonla sur les approches des interstices urbains et Mathieu Berger sur les usages de la notion d'espace chez Goffman. Et outre une copieuse introduction, nous avons les textes de présentation par Daniel Seyfaï en introduction à chacune des 3 parties. Donc ça, c'est la 3e dimension de ce livre. Et ces 3 parties composent l'ouvrage qui correspondent chacune à 3 perspectives sur les manières dont les sociétés humaines sculptent leur milieu de vie, correspondant également à 3 temps de l'écologie humaine, ces 3 parties. D'abord, celle de son invention à Chicago, avec une approche qui applique à la ville les concepts de l'écologie, en faisant un usage métaphorique, mais qui dégage des aires naturelles et un cycle naturel des relations raciales. Je pense que ceux d'entre vous, dans le public, qui connaissent l'école de Chicago, verront à qui attribuer ces concepts. Puis, dans un deuxième temps, le renouveau critique dans les années 1960, sous l'effet de l'abandon, notamment par les anthropologues, des aires naturelles, notion très critiquée en anthropologie, et une prise en compte des questions de mobilité et d'urbanisme qui n'étaient pas, ou moins, le fait de la première école de Chicago. Enfin, dans un 3e temps, le tournant vers une psychologie écologique centrée sur les champs d'expérience des citadins et l'interaction avec leurs habitats autour de la notion de Lebenswelt.
L'ouvrage offre ainsi une écologie historique des savoirs qui contextualise ceux-ci selon les préoccupations de l'époque et les rapports entre disciplines. Cependant, l'ouvrage a également l'ambition de retracer une sorte d'histoire cumulative, pourrait-on dire, de l'écologie humaine. C'est une question que je pose à Daniel Seyffardt, en notant à plusieurs endroits comment des auteurs qui ne s'en sont pas nécessairement réclamés, mais ils ont pu faire de l'écologie sans le savoir. Ça revient à plusieurs reprises dans le livre. Et comment des pans oubliés de la tradition ont pu également être réactualisés plus tard. La conclusion met en perspective cet héritage à l'épreuve de la nouvelle écologie politique qui émerge dans les années 1960-1970 et réfléchit sur le rôle que l'écologie humaine pourrait remplir à l'heure où la qualité et la fragilité de nos milieux de vie s'imposent comme un problème public majeur. Et c'est, je pense, sur cette question que portera également la discussion de ce soir. Alors, je vais présenter nos intervenants de ce soir par ordre d'apparition. Donc, tout d'abord, Daniel Seyffardt, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et chercheur au Centre d'études des mouvements sociaux. Ses recherches portent sur la sociologie des mobilisations collectives et des problèmes publics, les méthodes d'enquête de terrain, l'histoire des sciences sociales aux États-Unis. Il s'intéresse de près au pragmatisme et vient de publier, là encore, un énorme dossier sur le pluralisme culturel et la question raciale aux États-Unis autour de 1890-1930. Et l'ouvrage dont il est question aujourd'hui ponctue une enquête de longue haleine dans les archives des Special Collections et la Regenstein Library de l'Université de Chicago, qu'il va poursuivre à l'automne pour enquêter sur les rapports entre sciences sociales, réforme civique et planning urbain à Chicago. Et nous entendrons ensuite, aurons voix au chapitre, tout d'abord Jean-Louis Fabiani. À droite, à gauche pour vous, de Daniel Seyffardt, directeur d'études le HESS, professeur émérite à la Central European University. Il s'intéresse principalement à la sociologie historique des configurations de savoir. Son tout dernier ouvrage, Un sociologue de métier, le travail de Jean-Claude Chambordon en direction avec Stéphane Beau et Jacques Revel, est paru cette année, donc 2025, aux éditions de l'EHESS. Jean-Louis Fabiani est à présent directeur d'études retraité, mais néanmoins toujours très actif, puisqu'il fera prochainement paraître un ouvrage consacré à Coluche, aux éditions de La Découverte, et un article dont je traduis le titre en anglais « Insécurité épistémologique, géopolitique du savoir et croyance en la rationalité » dans la revue Current Perspectives in Social Theory, qui paraîtra à l'automne. Nous entendrons ensuite à ma droite Dylan Simon, qui est chercheur au laboratoire IRIS. Alors IRIS, nous avons également un laboratoire IRIS à l'EHESS, donc là c'est IRIS avec un H au milieu. Il travaille sur l'histoire des sciences sociales et des savoirs, notamment en lien avec l'écologie. Il a ainsi consacré sa thèse de doctorat soutenue à l'Université Paris 1 en 2017 au géographe Max Sor et à son programme d'écologie humaine. Thèse qui a été publiée aux éditions de la Sorbonne dans la tout aussi belle collection Histoire environnementale. Et devenu maître de conférences à l'Université de Lille, donc il a découvert la joie et les peines des responsabilités administratives tout en poursuivant ses recherches autour de figures tels que Lefebvre, Chombardelot, Barrault. Et il contribue également à la rédaction de la revue d'histoire des sciences humaines. Et enfin, nous entendrons Alice Ingold, dont le parcours l'a menée de Milan, où elle a étudié les politiques urbaines par le bas, sous le fascisme, à Chicago, où elle a pu, en compagnie de Daniel Seyffardt, voir l'original de la carte de Burgess dans le bureau, dans le hall d'entrée. Dans le hall d'entrée, c'était ça. Mais on ne peut plus le voir, donc vous avez eu une grande chance. Désormais directrice d'études de l'EHESS, elle est titulaire de la chaire Administrer les ressources naturelles 19e, 20e siècle et travaille sur le gouvernement de la nature, à la croisée entre histoire environnementale et histoire de l'État administratif. Ces enquêtes portent notamment sur les politiques publiques de l'eau et l'histoire des cours d'eau sur un long 19e siècle.
Et à l'école, elle co-anime le séminaire L'environnement dans l'atelier des disciplines. C'est donc à partir de ce parcours entre études urbaines et études environnementales qu'elle proposera une lecture de l'ouvrage. Et je laisse à présent, j'éteins mon micro et je laisse la parole à Daniel pour la présentation du pavé. Merci. Donc je voudrais remercier la présidence de l'école pour cette invitation à Voix au chapitre. C'est une chance de pouvoir parler avec vous. Et puis bien sûr à Jérôme, à Loa, à Anne-Christine, Alice et Ingold doublement parce qu'elle participe et en même temps elle a coordonné les choses avec Jean-Louis et Dylan. Donc merci beaucoup. Je veux aussi remercier, j'en profite pour le faire publiquement, Claire et Pierre Gaudin qui sont là-bas au fond, qui sont et toute l'équipe de Crafis, Aude Garnier, Julie Simon, etc., pour le très, très beau travail d'édition effectivement qu'ils ont fait sur ce livre, où ont également publié Isabelle Bacouche ou Patrick Topalov, je ne sais pas si vous avez dit... Christian Topalov, excusez-moi. Bon, alors pourquoi avons-nous fait ce livre? Si je devais m'en tenir à des raisons contingentes, c'est suite à un séminaire sur l'écologie humaine, une espèce d'atelier de 2 jours, auquel les 4 coéditeurs, Mathieu, Louise, Olivier et moi-même, étaient déjà présents. Donc en 2017, à l'invitation du Métrolab Bruxelles, qui était un laboratoire financé par la région de Bruxelles-Capitale, et qui ont coopéré des sociologues, des géographes, des architectes et des urbanistes. Et on s'est rendu compte au terme des 2 journées de tous les malentendus en fait, dans nos manières de comprendre ce qu'était l'écologie, selon les disciplines, selon les objets d'études, et pour ceux qui étaient plus impliqués dans des applications pratiques, selon les objectifs. Et c'est de ces malentendus en fait qu'est né le projet de livre, l'idée de rendre compte de l'histoire de l'écologie humaine à Chicago, avant tout, à des collègues d'autres disciplines, à nos étudiants et à des professionnels qui pouvaient y trouver un intérêt. Donc ça, c'était le point de départ. Et bon, alors bien sûr, tout de suite, on s'est mis à se poser un tas de questions. Il y a plein d'écologies humaines différentes. Si vous lisez le livre, vous pouvez suivre plusieurs fils et vous verrez qu'en fait, on parle de plusieurs écologies humaines. La plus basique, c'est celle dont parle Park dans les 2 articles du départ que nous avons traduits. C'est véritablement l'idée que notre espèce se développe en transaction avec ses milieux de vie. Donc on pourrait commencer par une biologie des organismes individuels qui sont en prise sur leur environnement pour répondre à un certain nombre de besoins vitaux. Il faut ils assurent les fonctions élémentaires de se nourrir, dormir, s'abriter, se protéger, se soigner, se reproduire, apprendre, éduquer la progéniture, etc. D'accord. Et d'emblée, on se rend compte que ces organismes individuels sont partie prenante d'organismes sociaux, comme on le disait à l'époque, qui sont eux-mêmes partie prenante de communautés biotiques, des communautés de vie, biotic communities, qui sont en fait c'est le web of life de Darwin. Ce sont des réseaux d'interdépendance, interrelations, interactions entre humains, plantes et animaux. À Chicago, le modèle de référence, c'était l'enquête de Stephen Forbes sur le lac comme microcosme. Le lac, c'est le lac Michigan en fait, et c'est un article de 1887 qui avait été écrit par le directeur à l'époque de l'enquête du survey d'histoire naturelle de l'Illinois. Il y avait d'autres chercheurs comme Coles, par exemple, Henry Coles, qui était plutôt un entomologue ou logiste, je ne sais plus comment on dit, qui travaillait au département non, il était botaniste, pardon, au département de botanique de l'université, et qui lui s'intéressait à l'interaction entre les dunes et le lac. Bon, voilà. Donc en gros c'était ça. Alors la ville de Chicago, elle est d'emblée prise comme un organisme social qui doit remplir un certain nombre de fonctions vitales. Il doit tirer son énergie d'une part de l'environnement et en même temps il doit de l'autre côté rejeter tous les déchets de son métabolisme. Et donc Chicago, c'est à la fois la ville telle qu'on la représente toujours sur cette fameuse carte, la Social Research Base Map, cette carte que vous voyez dans tous les bouquins représentés, mais elle va bien au-delà en vérité, parce qu'elle couvre en pratique toutes les plaines du Midwest, d'où elle va tirer en fait, qui l'alimente en bétail et en céréales. Et en même temps, il y a un très beau livre de William Cronon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, qui s'appelle Chicago, métropole de la nature, qui est un livre formidable. Et en même temps, on pourrait rajouter à ce qu'a fait Cronon toute la région des Grands Lacs, le lac Huron, le lac supérieur,
où les aciéries allaient puiser le charbon et le minerai. Et le lac Michigan lui-même, qui était en fait une zone d'intégration économique régionale. Donc Chicago, c'était un organisme vivant, mais qui allait bien au-delà de ses frontières physiques. Donc tout ça, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans quelques-uns des textes de l'époque. En même temps, il y a un refus explicite de réduire l'écologie à une économie biologique, comme on le disait à partir de Wells et de Huxley. Le réseau du vivant est toujours entrelacé avec un réseau, toile tissu, un web de communication et de coopération qui vient s'étayer dessus et qui reconfigure ce réseau du vivant. Il y a toujours donc cette interaction entre un ordre moral, culturel et parfois politique qui vient chapeauter cet ordre biotique. Ce qui a deux conséquences, je vais très vite, je ne peux pas rentrer dans les détails. L'une, c'est que le milieu de vie, avec ses espaces de vie et ses histoires de vie, n'est pas réductible à celui des communautés de fourmis ou des forêts de pins qui intéressent des auteurs comme Wheeler ou Clements que lit beaucoup Park à l'époque. L'économie humaine ne donne pas dans le biologisme, ça c'est très important, c'est un reproche qu'on lui a fait, mais le milieu de vie des humains est toujours médiatisé par des opérations d'échange de symboles, de production de sens, qui vont de pair avec le maniement d'outils dans des environnements de plus en plus artificiels, les villes, avec l'émergence de complexes, ce que Mead appelle des complexes organisés d'activités sociales, que sont les institutions. Et donc il y a une espèce d'écologie intellectuelle, culturelle et morale qui vient se greffer sur l'écologie physique et biologique. Ça, c'est la première conclusion, la première conséquence. La seconde conséquence, c'est que cette écologie humaine n'a rien à voir avec le darwinisme social. Il y a une autre erreur qui est parfois commise, elle n'a rien à voir avec l'ultralibéralisme que peuvent développer des collègues de Park comme Spencer, Sumner et quelques autres. Elle ne prône pas la survie des plus aptes à travers l'eugénisme, elle ne naturalise pas l'infériorité biologique, des supposés biologiques des pauvres, des noirs et des migrants. Elle n'ancre pas non plus dans la biologie les déficiences supposées des délinquants et des criminels. Elle a une idée que la situation de tous ces gens-là est réformable, et c'est seulement en travaillant sur la trajectoire des personnes dans certains types de milieux que ces personnes-là vont acquérir une position dans un monde social et fabriquer leur type d'expérience et de personnalité. Et donc, en changeant leurs conditions de vie, on peut changer les capacités qu'elles vont développer, et également les opportunités dont elles pourront se saisir, ce qui est le b.a.-ba de la réforme sociale de l'époque. Donc ça, c'est important, parce que l'écologie humaine prend vraiment place dans ce mouvement progressiste, même si, par une espèce de paradoxe sur lequel Andy Abbott met bien le doigt, elle reste complètement en retrait de la politique urbaine. La politique urbaine, c'est une affaire de réformateurs sociaux, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est une affaire d'urbanistes, bien sûr, la profession qui naît dans les années 10, au milieu des années 10, et qui va s'affirmer petit à petit. Mais ce n'est pas quelque chose qui intéresse véritablement l'écologie humaine, qui travaille sur la croissance naturelle de la ville. Ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui n'est pas programmé, tout ce qui n'est pas planifié, tout ce qui n'est pas projeté. Elle s'intéresse à d'autres types de processus. Donc cette croissance naturelle plutôt que les modes de production de la ville. Ça, c'est quelque chose d'étrange. Il y a un autre point aveugle, d'ailleurs, de l'écologie humaine, celle qu'on expose dans la conclusion humaine trop humaine de l'ouvrage, c'est finalement le manque de connexion entre l'étude de la vie, l'organisme, et de ses conséquences pour le milieu élargi. D'accord ? Chicago, c'est quand même plus de 2 millions, 2 millions 2 millions 3 de migrants qui débarquent en l'espace de 30 ans, entre 1890 et 1920. C'est une énorme machine, je veux dire, avec les deux pôles que sont l'industrie de la viande dans les back of the yards et l'industrie de l'acier dans l'extrême South Side, d'accord ? Et c'est un bon exemple finalement d'écologie prédatrice et destructrice. Vous savez, il y avait ces Brunes qui avaient repris l'idée à Friedrich d'une économie destructrice, la Raubwirtschaft, et ça c'est quelque chose qui n'est pas creusé du tout par les gens qui font de l'écologie humaine à l'époque.
Ça paraîtra beaucoup plus tard dans les années 50 et 60. Et donc tout ce qui concerne l'extermination de la faune et de la flore, l'épuisement des réserves en bois et des espèces natives de poissons, il vide le lac Michigan de toutes les espèces comestibles dès 1870, ce qui donne naissance d'ailleurs à la science halieutique, hein, il faut bien résoudre le problème, bon, etc. Tous les problèmes de pollution de l'air par les fumées industrielles, de l'eau par les déchets toxiques, tous les qui donnent naissance à la toxicologie industrielle de Alice Hamilton, toute la question de la multiplication des monceaux d'ordures domestiques et industrielles. Hein. Vous avez Jane Addams, hein, une image d'Épinal, qui achète un camion pour aller vider les ruelles du quartier dans lequel se trouve Hull House. Comment dire, ramasser ces ordures et les traiter. Hein, ce sont les réformateurs qui prennent ça en charge. Tous les problèmes d'approvisionnement de la ville en produits alimentaires. Hein, avant 1910, vous avez des milliers de nourrissons qui meurent quand même à cause du lait frelaté et pollué. Ou encore la question de la destruction des corps des travailleurs en raison de leur surexploitation, de leur exposition à des produits dangereux. Ce sont des choses qui sont traitées par d'autres personnes et d'autres disciplines. Ce n'est pas les gens qui font de l'écologie humaine qui en parlent. Ça, ce sont vraiment les deux points aveugles que nous proposons de remettre au cœur de l'écologie humaine. Sinon, ça peut pas marcher. Bon, donc voilà, une étude des écosystèmes qui aboutit à une écologie politique, hein, et qui était peu présente à quelques exceptions près dans les années 20. Et dans les controverses que je décris effectivement dans les introductions intermédiaires jusque dans les années 60. Ce qui intéresse en fait les gens de Chicago, c'est un peu la même chose que les gens qui font de la géographie humaine à l'époque en France. Hein, ce qui les intéresse, c'est la territorialisation des processus sociaux. C'est alors bien sûr le façonnage spatial des villes et des régions par les réseaux de transport, de communication, le problème de l'accès aux ressources énergétiques, aux matières premières, hein, mais aussi pour Park, c'est l'hypothèse qu'il y a des lois écologiques, dont je ne rentre pas dans le détail, mais qui régissent la répartition spatiale des groupements de population. D'accord, donc en particulier, les implantations de communautés d'immigrants au sein de la ville vont être étudiées de près. C'est comme ça qu'on a des thèses sur Chinatown, qu'on a des thèses sur le ghetto juif, qu'on a des thèses sur Pilsen, qui était le quartier à l'époque des Bohémiens, sur Polonia, sur l'Italie, etc. Et bien sûr sur les Noirs qui débarquent massivement à la faveur de la migration interne des années 1910. C'est Black Metropolis, hein, un bouquin de 1945 qui a été discuté ici. Donc il y a cette idée déjà de répartition spatiale des groupements de population, en même temps d'une occupation différenciée des territoires urbains. Hein. C'est le fameux modèle dont tu parlais, de croissance naturelle de la ville que dessine Burgess, hein, et qui en fait essaye de rendre compte à la fois des transformations du marché foncier immobilier. Donc il y a une thèse formidable de Homer Hoyt, 1933, il reconstruit les séries statistiques sur un siècle, hein, je veux dire, du marché foncier immobilier. Et en même temps, les transformations du marché immobilier, elles vont avoir des conséquences sur les usages des terrains, donc les activités qui sont menées, bien sûr les populations qui vont les investir et le type de profession et d'entreprise qu'on va y rencontrer, et au bout du compte, les formes de la ville elle-même, la morphologie urbaine. Donc ça, c'est un autre point, un autre train de recherche qu'on trouve à Chicago. C'est également ces lois écologiques, elles viennent régir la division du travail. Là, c'est une thèse assez proche de celle qu'on trouve chez Spencer, chez Durkheim et chez tous les autres. Hein. Régir la division du travail et la distribution des activités économiques, en particulier des métiers et des professions. Donc il y a une écologie des entreprises. Hein, moi, j'écris sur une thèse de Paul Hsu, sur la blanchisserie, je connais tout maintenant sur les blanchisseries chinoises, enfin tout, j'exagère, aux États-Unis, je connais beaucoup de choses, d'accord. Et c'est intéressant parce que Hsu va s'efforcer de montrer au cours de l'histoire comment la distribution des blanchisseries dans l'espace de Chicago va se transformer, et il va produire toutes sortes d'explications à ce propos, bon, tout en décrivant le monde social des blanchisseurs. Donc écologie des entreprises, écologie des institutions également, bien sûr, hein, la presse pour Park, etc. Et puis également, il y a une autre dimension qui est moins connue de Chicago. Ça, c'est un article que j'avais écrit pour le numéro d'enquête d'Antonella Romano et de Revel, le numéro sur la mondialisation. C'est l'idée qu'il y a une intégration progressive de régions métropolitaines
et également d'une économie mondiale et d'une société mondiale. Je pense que c'est Mackenzie qui invente ces mots-là, hein, de World Economy et de World Society. D'accord ? Et donc, il y a une division internationale des activités, et Mackenzie produit toute une analyse de cette mondialisation, en termes d'ailleurs plus commensaliste, pour prendre une métaphore écologique, qu'impérialiste. Hein. Il a une vision assez optimiste, disons, de l'accès au banquet de l'économie mondiale des différents pays, des différentes régions. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qui intéresse Chicago. Alors, la sociologie de Chicago, elle est restée dans les mémoires pour cette question. C'est la question de l'espace, finalement, qui est au centre de l'enquête sociologique. Et puis, pour ça, cette espèce de morphodynamique sociale, hein, qui permet, au moyen de toute une batterie de concepts, de rendre compte de la transformation de la ville. Et les deux premières parties du livre, elles font sans arrêt des allers-retours entre des relectures de textes classiques et des reprises créatrices de ce raisonnement écologique dans des enquêtes contemporaines. Bon, je vais vite, hein, mais il y a par exemple là, ce texte de Jack Katz, hein, qui est un grand ethnographe, qui lui-même reprend le mouvement d'autocritique de l'écologie humaine, hein, qui voit bien que cette idée d'air naturel ou de communauté naturelle ne tient pas. Donc il y a toute une littérature qui va jusque dans les années 60 à ce propos. Hein. C'est à la fois des zones naturelles, des zones artificielles, bon ça marche pas. Et Katz finalement il va reprendre ce dossier, critiquer les façons de zoner la ville en se collant à des circonscriptions administratives, électorales et policières, et il va lui-même proposer une nouvelle typologie des quartiers de leur développement. Bon, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, sur la ségrégation sociale et raciale, bah, c'est l'article de Louise Carlier qui reprend la catégorie d'accommodation, accommodement si vous voulez, mais bon, on la garde d'accommodation parce que c'est une catégorie bien particulière, qui est cette façon pour différents individus, différents groupes, de trouver des modus vivendi, hein, en faisant avec, hein, en trouvant des solutions de gré à gré, sans pour autant transformer leur culture ou rentrer dans des formes d'assimilation les unes aux autres. Et donc Louise, elle va, à partir de là, pour essayer de retravailler cette catégorie, montrer un petit peu toutes les formes de coexistence ou de cohabitation entre les multiples styles de vie, modes d'existence et de croyances qui peuvent exister dans une ville. Elle va remettre en cause la métaphore de la mosaïque, qui était très forte à Chicago, hein, l'idée de mosaïque de quartier. En fait, il s'agit plus pas tant de juxtaposition, mais plus d'intersection, d'enchevêtrement, d'enclavement, d'étalement, etc. Hein. Et à partir de là, elle passe à la notion d'espace public urbain, qui a été très importante aux États-Unis, ici, à partir des années 1970-1980. Hein. Pense à Lynn Lofland ou Isaac Joseph. Et où si on pense la ville comme un espace où d'anonymes dans un monde d'étrangers, ben on est forcément confronté à la nécessité de développer une autre manière de voir ces formes d'accommodation. Il y a également dans ces relectures une notion qui est cruciale, c'est celle de monde social. Hein, le monde social relève finalement d'une anthropologie sociale et culturelle. Hein, ce sont des espèces d'unités écologiques de la vie collective, hein, qu'on peut décrire à partir des cartes, des récits de vie, des documents personnels ou des formes d'observation directe. Exemple, je ne sais pas, le gang par exemple de Thrasher, hein, décrit un certain type de groupe. Taxi Dance Hall de Paul Cressey, ça décrit un certain type d'organisation, d'entreprise, hein, le dancing. Hughes fait sa thèse sur le conseil de l'immobilier, hein, et donc il travaille sur une institution. Les quartiers, on en a parlé. Communauté urbaine, vous avez cette très belle thèse d'Albert Blumenthal sur Small Stuff Town, sur Mineville dans le Montana, qui pareil décrit ce qui fait monde social dans cette ville. Et donc là, pareil, vous avez plein d'articles dans le bouquin, celui de Stéphane Tonla, qui repart de là, il essaye de décrire la niche écologique, l'habitat existentiel, disait Mead, pour parler de niche écologique, des gangsters, en travaillant à la fois sur les terrains vagues, les voies de chemin de fer, les commerces et les industries, ils vont marauder et chaparder pour développer toute une réflexion sur la notion d'interstice urbain. Interstice qu'on retrouve dans le texte de Kamel Boukir, hein, qui est notre collègue, On est des mecs de cité, où pareil, il va aller observer, là c'est une ethnographie contemporaine, hein, il va aller observer les territoires de jeu dans l'espace des jeunes dans cette banlieue parisienne, le Val de Montremont et le haut du Belvédère. Il va s'interroger sur la genèse des cliques.
Et puis il va suivre véritablement ces jeunes depuis le bac à sable, en bas des barres d'immeubles, à travers tous les milieux qui vont traverser leur vie durant. Hein. Et il montre finalement que les cliques, où se nouent les amitiés et complicités, les cliques ne sont pas hors République, mais elles créent leur monde social au cœur même des interstices entre écoles républicaines, squares, terrain de foot, de basket, maison des jeunes, de la culture, dojo d'arts martiaux, etc. Donc dans les interstices des agences de socialisation institutionnelle. Voilà. Donc on passe d'une écologie physique à une espèce d'écologie culturelle et morale des mondes sociaux, d'accord, ou avec tout un pan de recherche, il me reste 2 minutes, tout un pan de recherche sur les histoires de vie, plus tard les carrières professionnelles. Et on pourrait parler là plutôt d'un déplacement dans la troisième partie vers une écologie qui serait plus égocentrée sur des parcours individuels ou qui s'intéresserait davantage sur le chaînage de situations de vie propres à des individus. Bon, j'ai mentionné rapidement le blanchisseur chinois. Hein. On voit les histoires de vie des migrants entre Chicago et Guangdong, hein, canton où n'arrivent pas vraiment à trouver leur place, et cette idée que ce sont des séjourneurs qui viennent aux États-Unis, pas pour s'installer, mais pour retourner plus tard. Puis il y a toute la troisième partie où Mathieu, effectivement, Berger, traduit ce très beau texte. Là, on quitte Chicago, hein, on va vers Hambourg et Boston. Et il quitte très belle enquête de Martha Moucault. Martha Moucault, qui n'est pas connue en France, mais elle va le devenir, qui était en fait l'une des inventrices de l'ethnographie urbaine, hein, dans le milieu de Hambourg. Elle se suicide en 1933, mais elle écrit cet espace de vie de l'enfant des grandes villes, où elle suit les enfants dans leurs activités quotidiennes, sur les quais, les boulevards de Hambourg, et elle montre que l'écologie de l'expérience urbaine des enfants est différente de celle des adultes. C'est la première à faire ça dans l'histoire des sciences sociales, et donc on a une écologie des expériences urbaines qu'on retrouve également dans le travail de Mathieu Berger, qui lui s'intéresse plus à une psychologie écologique et à une écologie psychologique. Hein. Il développe toute une réflexion sur la notion de Lebensraum, qui vient de Kurt Lewin, hein, d'espace de vie. Et pour finir, Olivier Gaudin, qui lui consacre un texte à Kevin Lynch et à Georg Kepes, hein, qui travaillaient à l'Institut de technologie de Massachusetts, et qui, eux, développent une enquête plus sémiotique, je ne sais plus comment il l'appelle, sur la perception des formes de la ville. Donc là, on est plus sur comment bâtir des cartes, dessiner des cartes de l'expérience sensorimotrice même du citadin, comment représenter par exemple la temporalité de l'expérience de l'automobiliste sur l'autoroute. Hein, Lynch se réclamait d'un urbanisme cinétique. Comment on peut typifier les différents éléments de l'espace vécu de la ville, les voies, les nœuds, les districts, les bordures, les repères, et quelle sémiologie peut-on développer des cityscapes, des paysages urbains. Tout ça en vue de rendre la ville vivable. Voilà, donc j'arrête là parce que j'ai déjà un peu dépassé le temps qui m'était imparti. Mais vous voyez qu'il faut lire ce livre comme un parcours de recherche finalement. Hein. On se pose un tas de questions, on n'a pas toujours les réponses. Et c'est un parcours de recherche qui à la fois tente de réhabiliter le projet d'écologie humaine, d'en ressaisir les articulations au cours du temps, qui ne sont pas toujours très connues, et surtout de proposer de nouvelles voies pour l'actualiser. Voilà. Merci Madame la Présidente. Merci Daniel Seyfaï. Et donc à présent, nous allons entendre Jean-Louis Fabiani. Madame la Présidente, je remercie d'abord la présidence de l'école, son président, sa vice-présidente, Jérôme Malouin, Alice Ingold qui aussi a beaucoup contribué à mon invitation. Je suis très heureux de revenir et je dois le dire, 1,340 kg en 10 minutes, c'est au-dessus des forces d'un vieillard. Je voudrais dire, avant de poser des questions, et qui ne sont pas des questions complaisantes, je voudrais dire que c'est un livre extraordinaire par sa diversité, sa richesse, par cet entrelac que Daniel a très bien présenté entre des monographies, je veux dire, celle de Kamel Boukir est tout à fait étincelante, les découvertes qu'il nous fait faire, notamment celle de Martha Moucault, comme il le veut, et je vais donc passer directement à quelques questions sur un livre qui me paraît fondamental. Je remercie aussi les éditeurs parce que les livres sont de plus en plus, les couvertures sont de plus en plus fines à cause de la crise du papier, je crois, et ce livre est un vrai livre conçu, édité, etc. Et c'est pas tous les jours que nous avons cela en France.
Alors, je vais commencer avec une certaine brutalité. Alors, il faut dire, bon, je ne parlerai pas de ce que j'ai fait, mais dans les années 70, il se trouve que comme j'étais élève dans une école, il y avait un laboratoire d'écologie générale, et que c'était les prémices, disons, de l'intérêt pour l'environnement. J'ai travaillé dans ce laboratoire c'est le laboratoire de Maxime Lamotte à l'époque, et j'ai travaillé avec un jeune caïman de biologie qui s'appelait Patrick Blandin, qui a été ensuite professeur au muséum. Et donc j'ai commencé mon travail empirique par des enquêtes sur les forêts périurbaines de la région parisienne, où nous essayions de mesurer l'impact du piétinement sur l'état de la microfaune du sol de ces espaces forestiers. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cette question, disons, de la relation entre les humains et la nature à travers un exemple d'écosystème fragilisé. Alors, je voudrais commencer par une question brutale, volontairement provocatrice, et peut-être à peu de frais. Peut-on encore aujourd'hui, après un bon demi-siècle de ce que j'appellerais une rénovation de la pensée écologique, parler d'écologie humaine, ou comme l'indique le sous-titre de l'ouvrage, une science sociale des milieux de vie. Parce que si on pense à un des auteurs les plus canoniques sur le sujet, Bruno Latour, au fond, le social a fini par se dissoudre. Et la question d'une écologie humaine qui soit à côté d'une écologie générale, c'est une question. Alors l'ouvrage, précisément, s'ouvre dans son premier paragraphe et dans une introduction absolument magistrale sur une définition de l'écologie en général. L'écologie est la science qui étudie les relations vitales entre les êtres vivants, végétaux, animaux, humains, et leurs relations avec les milieux de vie, inorganiques, organiques ou sociaux. Voilà. Fin de citation. Elle est aussi définie classiquement, et Daniel nous a rappelé qu'il ne s'agissait pas de social-darwinisme, là, comme l'étude des processus d'adaptation réciproque et l'analyse des formes de coopération et de compétition, ce qu'on appelle aujourd'hui la coopétition, entre les individus et les espèces. Alors curieusement, la notion, je dis toujours chaîne trophique, mais on dit réseau, de réseau trophique n'est pas utilisée, alors qu'on pourrait dire qu'elle est la plus basique, c'est la plus élémentaire, disons, de ce qu'est un écosystème, c'est l'ensemble des relations qui s'établissent entre les organismes en fonction dont ceux-ci se nourrissent. Il y a plusieurs types, effectivement, d'alimentation. Et c'est comme ça qu'on commence. Le début de l'écosystème, c'est l'analyse des échanges d'énergie, la biomasse, etc., qui sont liés à ce qui bouffe qui, on pourrait dire. Alors, évidemment, dans l'histoire sur laquelle l'auteur et les autrices et les auteurs de l'ouvrage ne reviennent pas trop, c'est que très longtemps, il a parlé du lac Michigan, mais très longtemps, le vrai écosystème a été défini comme un espace, alors, mais sans lieu ni histoire, excluant par principe l'homme. Alors, il parlait du lac Michigan, mais ça, c'est une unité beaucoup trop vaste peut-être pour ce qui est parfait. Dans les premiers manuels d'écologie générale sur les écosystèmes, c'était la mare qui était convoquée, parce que la mare c'est tout petit, et donc une mare où l'homme n'aurait jamais mis la main ou le pied. Alors, ça c'est une question, effectivement, il y a eu un long débat, moi j'ai écrit des trucs là-dessus parce que j'étais pris, et au début, les écologues me disaient, mettez, si vous voulez étudier les humains, faites comme on fait avec les chevreuils, c'est-à-dire mettez des trucs de radio-tracking, pour connaître leur cheminement dans les forêts. Alors j'ai dit non, on ne va pas faire ça, c'est pas possible, déontologiquement, etc. Et donc, il y a cette question, au fond, de la réinclusion des activités humaines dans un espace, dans des écosystèmes qui n'ont pas été conçus dans la perspective de l'anthropisation. Voilà. Ça, ce serait ma première question. Une mare, c'est une unité fonctionnelle, et c'est comme ça qu'on approche l'écosystème. Alors, il y a effectivement une dérive qui est très présente aujourd'hui dans le débat, je voudrais que tu me dises un petit peu ce que tu en penses, c'est un écosystème, donc tu as raison, c'est un système, alors on parle aussi d'éco-complexes, c'est des emboîtements de systèmes donc, dont on ne connaît pas, disons, la fin, la transformation progressive de l'écosystème en super-organisme. Ça s'appelle, c'est Lovelock et Gaïa, l'hypothèse Gaïa, c'est-à-dire une autorégulation d'un méga macrosystème.
Alors, je vois là comme un nœud de questions que je ne saurais traiter ici, mais qui me semble intellectuellement excitant. Évidemment, il y a une question qui est une question qu'on voit affleurer dans le livre, même si elle n'est pas centrale, c'est la question, au fond, de l'homéostasie ou de l'équilibre entre les différentes parties du système, puisqu'au fond, et surtout quand on examine des situations anthropisées, la majorité des analyses portent sur des situations de non-équilibre. Hein. C'est évident. Alors, je passe, mais bon, je vais écrire un truc, donc je le donnerai sur... je lis Acta Ecologica, et dans la dernière livraison, il y a un truc sur comment dire, les fourmis zombies, c'est-à-dire des cadavres de fourmis sur les feuilles de palmier, cadavres de fourmis qui ont été tués par un champignon, un fungus quelconque, mais donc, et les auteurs montrent que les feuilles de palmier, en fait, correspondent à un optimum pour le champignon. Puisque sur la feuille de palmier, du fait de la texture de la palme, les fourmis mortes ne tombent pas au sol, et que donc elles favorisent, disons, la reproduction du champignon et son maintien. Voilà un exemple, disons, mais un autre concept dont on avait parlé avec Dylan et Alice dans la préparation, c'est le concept de climax. Alors ils y reviendront, je crois, mais le climax, c'est l'état final d'une succession écologique. Hein. C'est une séquence temporelle, une succession écologique, et c'est l'état le plus stable et le plus productif. Hein, et donc cet équilibre dynamique aujourd'hui est mis en question, même pour les séries dans lesquelles les humains interviennent. On parle de métaclimax, de paraclimax, etc. Donc fin de l'équilibre, aussi fin de l'homéostasie. Voilà. Bon, alors, au fond, la vraie question qui va occuper la dernière partie de mon bref exposé, c'est celle que vous abordez sans arrêt, mais sans conclure. Et le chapitre conclusif est très bien pour ça, parce que vous n'avez pas de dogme. Vous ne voulez pas refourguer. Pour nous, ça a été une époque extraordinaire de la sociologie. Hein, le Taxi Dance, les Hobos, tous ces livres sont des livres classiques. Et effectivement, on ne les a pas reproduits. Et ce qui est bien, bon, dans le Kamel Boukir, c'est un essai quand même micro, mais extraordinaire, de reprise de ces questions. Au fond, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'hybridation entre les savoirs biologiques de la territorialisation et de l'équilibre, en particulier les recherches éthologiques, et l'approche écologique des phénomènes sociaux. Et au fond, moi, quand j'étais jeune et étudiant ici, je pensais que 52 ans après que j'avais commencé à m'intéresser, à pousser la porte de ce laboratoire, il y aurait des trucs beaucoup plus pointus, intégrés sur ces questions, qui sont essentielles pour ce qui est du futur et même du présent de la planète. Alors, pour les autrices et les auteurs, et en particulier pour Daniel, ce que j'appellerais la désappétence pour la sociologie de Chicago, la sociologie classique, hein, ce qu'on appelait la première école de Chicago, est aussi au fait d'une contre-offensive. Et là, tu l'as dit, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de darwinisme social, il n'y a rien de tout ça. Mais il se trouve qu'en 2018, j'étais président du comité pour la remise du Lifetime Award, du comité Histoire de la socio de l'ESA. Et donc à Philadelphie, je l'ai remis à Aldon Morris. Et Aldon Morris, effectivement, a écrit un livre qui est indispensable puisqu'il est consacré à Dubois, mais je conclus, mais qui, pour faire exister, disons, de manière symétrique l'école d'Atlanta et l'école de Chicago, diminue les mérites de l'école de Chicago. Alors, je conclus, parce qu'il y a une idée géniale ici, elle a été mentionnée, je crois, par Anne-Christine, c'est l'écologie historique des savoirs. Alors moi, ça m'a vraiment intéressé, puisque ma direction d'études, c'était la sociologie historique des configurations de savoir. Et donc,
une question que j'aimerais te poser et que j'aimerais discuter, c'est comment est-ce qu'on peut reconstituer à la manière, disons, d'une écologie humaine, les milieux dans lesquels les idées croissent ou périclitent. Ici, moi, quand je suis arrivé pour la première fois dans cet immeuble en 1973 pour voir celui qui allait devenir mon directeur de thèse, je suis passé devant un centre magnifique qui était celui de Raymond Boudon. Et aujourd'hui, qui connaît Raymond Boudon? Un test parmi vos étudiants, je ne sais pas. Et donc, cette question est très importante. Comment les idées s'étendent? Tu parles de leur Lebensraum, enfin leur espace vital, où elles s'assurent d'une relative position dominante, ça pour une durée toujours limitée. Et tout ça, au fond, je me dis, je vais reprendre mes travaux à la lumière de cette notion, parce que effectivement, la sociologie historique des idées, pour dire vite, a peut-être évacué la question de la relation à l'espace. Et je m'arrête là parce que j'ai dépassé. Merci encore, Daniel, pour ce très très beau livre. Merci beaucoup Jean-Louis et je passe à présent la parole à Dylan Simon. Donc je partirai du terme écologie humaine qui se construit comme un oxymore puisqu'on parlait initialement d'écologie des plantes ou d'écologie végétale par exemple. Parler d'écologie humaine ou d'écologie de l'homme, selon une autre expression du début du XXe siècle, c'est donc déjà promouvoir une ambition, celle d'une science qui allie l'humain à ce qui peut être de l'ordre du naturel ou à son environnement. Depuis le XIXe siècle, d'autres expressions ont inscrit une telle articulation et ont défendu un programme théorique qui se voulait à cette interface, que ce soit par exemple la géographie de la vie, la sociologie biologique ou l'ethnobotanique. De fait, il est intéressant de noter que l'écologie humaine s'inscrit dans une tradition qui cherche, donc pour le dire très rapidement évidemment, à penser l'humain dans son environnement ou dans son milieu, qui cherche à articuler l'anthropos aux données physiques et vivantes du monde, ou qui étudie également les rapports entre communautés. Une ambition qui connaît aujourd'hui, comme on le sait, une actualité particulièrement forte. On ne compte plus en effet les programmes de recherche qui interrogent une telle articulation, que ce soit l'anthropologie de la nature, l'histoire environnementale, la sociologie de l'environnement, les humanités environnementales, des syntagmes qui peuvent de nouveau se lire peu ou prou comme des oxymores également. Dans ce contexte, de ces interrogations actuelles, il est important de faire retour sur ce passé et c'est ce que fait précisément ce livre. Alors, une des réussites de l'ouvrage, à mon sens, est de montrer que l'hybridation des savoirs ou des disciplines est bien un facteur d'innovation scientifique. Une hypothèse d'ailleurs énoncée en son temps par Jean-Louis Fabiani dans un chapitre du livre « Qu'est-ce qu'une discipline ?» paru aux éditions de l'EHESS en 2006. Donc, sans revenir de manière exhaustive évidemment sur l'ouvrage, on peut noter que Park et Mackenzie, Daniel Seyffarth l'a rappelé, empruntaient aux sciences de la nature une série de concepts et de métaphores, notamment l'idée de communauté symbiotique ou d'équilibre biotique pour Park. De manière plus générale, la construction de schèmes de pensée écologique dépasse la simple analogie et a une réelle portée heuristique en concevant justement des milieux de vie. Alors, toutefois, on dira dans l'ouvrage que l'écologie humaine, et ce dès le début du siècle, combinait déjà démarches écologiques, anthropologie structurelle, psychologie sociale, en enquêtant sur certaines communautés ou quartiers. Et comme le montre le texte de Park, qui est dans l'ouvrage, Réflexion sur la communication et sur la culture, ce dernier comprenait déjà des logiques de compétition et de diffusion en termes culturels. On peut également souligner qu'une telle appréhension écologique du milieu social constitue un moyen de saisie du monde urbain, un moyen d'agir sur lui également. Une telle perspective peut déboucher sur des prescriptions réformatrices, comme l'avait d'ailleurs montré Christian Topalov dans son ouvrage Laboratoire du nouveau siècle, et comme l'indique également Daniel Seyffarth, l'écologie humaine s'est articulée avec différentes enquêtes accomplies par les réformateurs sociaux depuis les années 1890. Et de fait, ce n'est pas un hasard si l'écologie humaine de Park a eu de nombreux échos, je le dis très rapidement, c'est plus compliqué que ça, enfin l'ouvrage le montre très bien, chez des réformateurs sociaux. Daniel cite ainsi cette observation de Hughes concernant les interlocuteurs de Park à Chicago. Je cite, les agents de probation, les travailleurs sociaux, les réformateurs, les pasteurs ont commencé à repérer saints et pécheurs, philanthropes et indigents, diseurs de bonne aventure et courtiers en bourse, notables et notoires, etc., en apposant les couleurs appropriées sur les cartes de Chicago et d'autres villes.
La démarche écologique a donc été un moyen de compréhension et d'action. Elle permet de comprendre l'environnement, le territoire d'une communauté, par exemple de confirmer l'existence de zones de délinquance dans certains quartiers. Donc si je reviens au processus d'hybridation savante qui ont permis de construire cette tradition écologique, d'écologie humaine, il est intéressant de noter les liens avec la psychologie en particulier, comme l'a rappelé Daniel Seyfaï tout à l'heure dans sa présentation. L'ouvrage, et en particulier sa troisième partie, est très riche et très précieux sur ces différents contextes et croisements scientifiques. J'en cite quelques-uns rapidement afin de montrer cette richesse. L'Institut de recherche sur l'Umwelt à l'Université de Hambourg, à savoir dans lequel Martha Moucault, qu'on a évoqué, élabore une ethnographie urbaine, comme l'analyse Mathieu Berger, ethnographie urbaine qui se développe dans un esprit écologique, se focalisant davantage sur les perceptions et pratiques des enfants. On retrouve également les travaux de Roger Parker, Herbert White, qui élaborent une psychologie écologique, et de manière très intéressante, ils observent que les modèles ou patterns du comportement et du milieu sont symétriques, similaires et interdépendants, alors même qu'on a souvent eu tendance à opposer l'explication par le milieu et l'explication par la biologie, cette dernière récemment assimilée à la génétique ou aux neurosciences. Sans pouvoir ici être exhaustif, on y trouve aussi de nombreuses analyses sur la perception de James Gibson avec sa célèbre théorie d'affordance. Je ne développe pas, Kevin Lynch, Daniel en a parlé, Kurt Lewin également. Donc l'ouvrage réussit très bien à montrer que l'écologie humaine est plurielle, diverse, qu'elle ne s'est pas construite avec les mêmes alliances. On dirait aujourd'hui qu'elle ne s'est pas construite dans la même interdisciplinarité, selon les pays et les contextes, mais le mot d'interdisciplinarité serait anachronique pour une bonne partie de cette tradition. C'est ce que fait aussi, par exemple, on l'a rappelé, le texte d'Andrew Abbott, en attestant que l'articulation entre écologie, sociologie et urbanisme a varié, ne s'est pas réalisée de la même manière aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. L'attention au contexte et aux lieux et aux hybridations savantes est donc profondément intéressante pour saisir la pluralité de cette écologie humaine. Alors cette diversité pose également un certain nombre de questions, et je voudrais poser notamment une question sur l'écologie humaine comme discipline chimère. Je reprends ici l'expression de Catherine Rhin dans son article de 2003 dans Société contemporaine qui posait cette question sur l'histoire de l'écologie humaine. Et les auteurs, dans l'introduction, y reviennent. Alors je les cite très rapidement. S'agissait-il d'une synthèse inclusive d'un ensemble de disciplines en sciences sociales, une discipline reine, clé de voûte de leur architectonique, ou de la même discipline que la géographie humaine, ou d'une sous-discipline de la sociologie à croiser avec d'autres sous-disciplines en gestation qui étaient par exemple la démographie, la psychologie sociale, la sociologie animale, l'anthropologie des formes culturelles, ou au contraire devait-on l'ériger en une discipline spécifique, originale, cruciale au carrefour de la biologie, la géographie et la sociologie. Alors cette interrogation me paraît importante et pour ma part m'a beaucoup questionné. Précisément ce qui peut poser question, c'est la cohérence ou les limites ou encore le dénominateur commun d'un programme d'écologie humaine. Ce problème des limites interroge d'autant plus que l'ouvrage élargit beaucoup le spectre de cette écologie humaine dans la deuxième et la troisième partie et également dans la conclusion. Alors ce problème se poserait également pour les écologies humaines qui se sont formalisées en France. D'ailleurs, tradition qui est peu présente dans l'ouvrage, donc peut-être que Daniel nous dira pourquoi, que ce soit par exemple avec le géographe Max Ohr ou avec les travaux du sociologue Paul-Henri Chombardelot ou de sa femme davantage versée en psychologie Marie-Josée Chombardelot, que ce soit encore avec l'ethnologue Jean Michéa qui soutient dans les années 1950 une thèse sur l'écologie humaine de la baie d'Hudson, ou de l'anthropologue et naturaliste Jacques Barrault qui promeut l'anthropologie comme une écologie et qui animait à l'EHESS un groupe de recherche intitulé Écologie et sciences humaines avec Maurice Godelier. Donc ces différentes approches également, comme dans l'ouvrage, partagent parfois peu de choses. Toutefois, le livre ne cherche pas à créer une continuité artificielle entre les différents travaux à examiner, entre les différents commencements de l'écologie humaine et de Chicago, donc, et la série d'enquêtes qui prolonge cette perspective. Donc ça c'est très, très intéressant, il n'y a pas de linéarité artificielle qui est créée, et de même le livre n'évacue pas les critiques qui ont été adressées à l'écologie humaine, américaine particulièrement, par Amos Hiley par exemple, ou encore dans le texte d'Andrew Abbott. En cela, l'ouvrage peut se lire comme un manifeste en acte pour l'écologie humaine qui témoigne par les différentes enquêtes de la pertinence de cette approche écologique. Alors Alice reviendra, je crois, sur la question de l'échelle des enquêtes, mais il reste à mon sens ici une question,
celle de la montée en généralité d'une telle démarche écologique, qui peut aussi poser problème. Ainsi, lorsqu'on dépasse le cadre de l'enquête, circonscrite sur certains milieux ou quartiers, j'ai l'impression qu'on aboutit parfois, souvent, à un discours très assertif et général qui perd parfois de sa pertinence. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss, en 1953, dans un texte sur les sociologues de Chicago, l'avait également remarqué, difficulté qui tiendrait à trop grande généralité lorsqu'on sort des enquêtes circonscrites. Donc voilà, la question de comment procéder à une montée en généralité théorique et aboutir à des régularités écologiques à partir d'études de cas ponctuels sur le milieu, je trouve que la question mérite d'être posée à la lecture du livre. N'y aurait-il pas également une forme de dissolution de la catégorie d'écologie humaine ou de recoupement, d'achoppement avec d'autres disciplines suite à cette perspective? Bon, très rapidement, j'étais très sensible à la question de l'espace, on l'a parlé, aux formes de spatialisation, de territorialisation que porte cette tradition. Montrer que l'espace compte et que les espaces interstitiels, notamment étudiés par Louis Carlier, par Stéphane Tonla, plusieurs auteurs, ne sont pas en rien des non-lieux. Et ce qui est enfin particulièrement séduisant, je n'aurai pas le temps de développer évidemment, mais comme tradition et potentialité de recherche, c'est la conception de l'espace comme un milieu, précisément comme un espace de vie ou un milieu de vie, séduisant car une telle conception a pu constituer seulement de manière très marginale une articulation possible entre la géographie, la psychologie, la sociologie et les sciences biologiques, comme le montrent plusieurs textes. Cette conception permet de prendre en compte non un espace intrinsèque, uniforme, mais une pluralité d'espaces, c'est-à-dire une pluralité d'expériences spatiales et écologiques, expériences différenciées entre les enfants, les adultes, selon le genre, la race parfois, et qui, à mon sens, gagnerait à davantage aujourd'hui exploré par les sciences sociales. Donc voilà, je voudrais terminer en conclusion par l'idée que il ne s'agit pas d'une histoire seulement historienne, mais qui est porteuse d'une actualisation d'enjeux passés. Et l'ouvrage déjoue l'anachronisme en ne présupposant pas que l'écologie humaine d'hier et celle d'aujourd'hui est la même, et que cette réactualisation est bienvenue. Bienvenue pour 2 ou 3 raisons. D'une part, que les chercheurs parfois ignorent trop souvent une grande partie des recherches antérieures, et on innove beaucoup moins qu'on ne le pense en sciences sociales, comme l'avait noté Jean-Louis Fabiani dans la sociologie, comme elle s'écrit. Donc, connaître l'historicité de certains enjeux écologiques permet justement de ne pas surestimer la nouveauté de ces derniers. Et enfin, dernière chose, l'ouvrage ne se réduit pas seulement à une hagiographie des classiques. Évidemment, on retrouve certains grands auteurs, mais les études, par exemple, le texte, on en a parlé de Marta Mucho ou Mucho, permettent justement de sortir de cette hiérarchie et de faire découvrir des auteurs inconnus parfaitement géniaux. Et donc le retour sur cette tradition offre un gain d'intelligibilité et de réflexivité pour aujourd'hui et des ressources cognitives et pratiques pour penser les problèmes actuels. Merci. Merci beaucoup Dylan. Et donc pour terminer ce tour de table, je passe la parole à Alice. Et je la donnerai ensuite à Daniel qui pourra répondre. Si Daniel, aucun des 3 ne te pose la question que je voudrais te poser, je la poserai par la suite et ensuite j'ouvrirai au public. Oui, alors je suis la 3e à parler, donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites. Je pense qu'après cette intervention sur la question des disciplines, il y a des choses qui vont se répondre avec ce que Jean-Louis a dit au départ. Et effectivement, dans cet ouvrage très vaste, on l'a désigné par son poids, sa taille, on dessine chacun un parcours différent, et le mien, effectivement, sera guidé par 2 questions qui innervent mon travail, celle des territoires et celle des études environnementales. Et d'une certaine façon, je partirai de la question que pose Daniel dans sa conclusion, qui est celle d'une écologie humaine trop humaine. Ou pour le dire autrement, celle aussi de la non-réception, d'une certaine façon, de l'école de Chicago et de ses développements, du côté des études environnementales et d'une écologie politique. Alors, la première raison, qui est une raison commune aux sciences sociales en quelque sorte, c'est celle d'un credo moderniste, implicite de l'écologie humaine, qui a longtemps envisagé les ressources des espaces urbains comme sans limite, donc portées par une illusion de l'abondance. La seconde raison, elle est plutôt du côté d'un nécessaire recadrage, et Daniel l'a évoqué dans sa présentation, des études d'écologie urbaine
qui n'aurait pas suffisamment pris en compte un environnement plus large. C'est-à-dire que pour comprendre la ville, il n'aurait pas fallu s'intéresser qu'au seul quartier, mais il aurait fallu voir comment la ville structurait elle-même son milieu de vie, au-delà même des limites urbaines. Et ce serait, en ce sens, la grande leçon, effectivement, du maître-livre d'histoire environnementale qui a été récemment traduit en français, Chicago, métropole de la nature, de William Cronon, qui propose justement de relire l'histoire de la ville de Chicago à partir de son empreinte sur son arrière-pays et la manière dont la ville a structuré son hinterland par les rails des chemins de fer, par les routes et les camions frigorifiques. Donc cet aspect de métabolisme qu'a évoqué Daniel et en même temps qui est une écologie prédatrice sur son milieu. Donc il s'agirait en quelque sorte d'inscrire les communautés urbaines dans un ensemble plus vaste. Alors ce geste heuristique qui permettrait de faire venir ce qui restait à l'arrière-plan, cette nature trop longtemps perçue comme un décor inerte, pour lui permettre justement de venir au premier plan et de devenir le sujet de l'enquête, il me semble que justement tout cet ouvrage, il invite au contraire à avancer une lecture à rebours, inspirée notamment par la lecture passionnante des enquêtes originales qui sont présentes dans le livre. Il me semble justement que si l'écologie humaine peut aujourd'hui irriguer les études environnementales, ce n'est précisément pas dans ce mouvement de poupée russe du plus petit au plus grand, mais plutôt cette écologie issue de l'école de Chicago peut nous parler pour bâtir une écologie politique et nourrir des études environnementales dans un geste plutôt inverse. Pas celui de promouvoir la nécessité d'études globales, d'une vue plus au large, qu'appellerait la prise en compte de la crise environnementale à l'échelle planétaire, mais plutôt le mouvement inverse qui invite à saisir à ce qui se passe à une échelle donnée. Comment ces relations société-milieu se nouent d'abord et avant tout à une échelle topographique, échelle chère aux micro-historiens et aux études aussi d'écologie historique, je vais y revenir. Et de fait, cette question d'échelle renvoie en même temps, à mon sens, à ce qu'on désigne par écologie, cette écologie générale dont parlait Jean-Louis tout à l'heure. C'est-à-dire que dans cette histoire cumulative, effectivement, comme l'évoquait Anne-Christine, c'est peut-être un point aveugle, c'est-à-dire il ne faudrait pas faire comme si cette écologie, dans la définition séminale justement qui est donnée au début de l'ouvrage, je cite la même citation que Jean-Louis Fabiani, l'étude des relations vitales entre les êtres vivants, végétaux, animaux, humains et leurs relations avec leur milieu de vie, inorganiques, organiques ou sociaux, comme si cette écologie générale était une catégorie indisponible à l'analyse, ahistorique et donnée une fois pour toutes. De quelle écologie parle-t-on? Est-ce que cette écologie des années 1920-1930 est encore la même dans les années 1960-1970 et la même encore qu'aujourd'hui? Et ne faudrait-il pas plutôt parler d'écologie plurielle et qui n'ont pas conçu justement ces rapports entre les êtres vivants et leur milieu de façon identique? C'est toute l'ambiguïté qu'accompagne, à mon sens, l'usage du terme d'écosystème. Deux questions se posent avec ce terme. Jean-Louis Fabiani, à la suite de Jean-Marc Drouin aussi, l'avait indiqué dans des textes pionniers au milieu des années 1980. Des chercheurs en écologie historique, à la croisée entre une école britannique d'histoire locale et la micro-histoire italienne, ont aussi souligné la perte de capacité analytique de notions empruntées de façon trop rapide à une écologie structurale. Et effectivement, les deux questions qui se posent avec ce terme, c'est le fait que bien souvent la notion d'écosystème a présupposé un effacement de l'homme. On conçoit donc un écosystème et le système social viendrait dans un second temps comme un système qui se superpose, mais les deux relevant de sciences différentes, les sciences naturelles d'un côté, les sciences humaines de l'autre. Et ce type de conception emboîtée, système social, écosystème, est aussi allé de pair avec la conception d'une écologie structurale qui présuppose justement une sorte d'équilibre qu'on a appelé climax, et donc incidemment une nature pristine, une nature première. Or, les études environnementales les plus novatrices à mon sens sont celles qui ont précisément remis en cause cet usage de la notion d'écosystème comme unité fonctionnelle et qui suppose justement une certaine homéostasie, donc véhiculée par une écologie structurale dominante encore dans les années 1960 et qui concevait les relations au milieu sur le modèle des successions
phytosociologique, ce qu'on a appelé l'école de Zurich-Montpellier, donc avec des successions régressives, des processus de dégradation, on passerait de la forêt originelle, les déboisements, les steppes, etc., ou des successions progressives, un processus de régénération, après un abandon de culture, une colonisation végétale, et puis au fur et à mesure, voilà, une forêt pionnière. Et on le voit dans ce double schéma temporel, c'est un peu le recto verso d'une même vision, l'action humaine est toujours vue du côté de la dégradation. Et c'est le retrait de l'action humaine qui permettrait à la nature de reprendre ses droits. Et cette vision, à mon sens, est à contre-courant de ce que peut nous apprendre aujourd'hui une écologie historique, une écologie vraiment attentive aux dynamiques historiques dans leur complexité. Je rappellerai une intervention de Tim Ingold en 2003 dans une rencontre en Italie entre botanistes, anthropologues, historiens, et qui engageait justement à s'intéresser à ce qu'il appelle les processus de biodiversification plutôt qu'à la structure de la biodiversité, entendue justement comme un stock ou une sorte de caractère originel qu'il s'agirait de préserver. Et ce passage de la biodiversité au processus de biodiversification engage aussi un autre rapport au passé et donc à l'histoire. Parler de processus conduit à reconnaître et donc à explorer l'influence des différentes échelles de temps et d'espace pour explorer ces relations société-milieu. C'est-à-dire, c'est une façon de défaire aussi beaucoup d'implicites qui sont très présents aussi dans les politiques environnementales et qui parfois reposent sur des mauvaises interprétations des paysages auxquels on a affaire. Voilà, je renvoie par exemple à tous les travaux d'écologie historique sur le paysage dégradé, ruiné de la Méditerranée. C'est Oliver Rackham notamment qui a été un des auteurs les phares pour en parler, en montrant comment est-ce que cette idée d'une forêt originelle qu'on aurait perdue est en partie fausse et qu'il faudrait plutôt parler d'une savane boisée avec tout ce système très particulier de complantage, etc. Et qui invite à penser autrement justement ces processus de biodiversification voilà, dans le temps. Alors, il y a en quelque sorte deux dispositifs d'enquête qui s'ouvrent, et c'est à mon sens la grande leçon aussi de cet ouvrage. Un dispositif qui pense qu'il faut inscrire le système social dans un écosystème, mais qui incidemment examine les relations entre environnement et société sur le mode d'une relation d'empire à empire, un peu comme quand on veut replacer un événement dans un contexte. Et c'est le modèle implicite de beaucoup d'études environnementales qui se sont essentiellement concentrées sur la seconde nature. Or, bien souvent, elles laissent en quelque sorte hors champ la première nature, c'est-à-dire concrètement, elles la laissent souvent aux sciences de la terre et du vivant. Et donc, au moment où beaucoup signalent l'émergence d'une troisième nature, celle des ruines du capitalisme, celle qui prolifère justement dans les interstices du capitalisme, j'aimerais revenir à ce problème d'une première nature, qui est très présente, par exemple, dans le livre de William Cronon. Alors, quelle est cette nature qu'on qualifie précisément de première par rapport à une seconde nature qui se serait surimposée à elle et l'aurait supplantée? À qui laisse-t-on aussi cette première nature? Est-ce qu'on doit la laisser seulement aux sciences de la nature et du vivant, dans un partage des disciplines données d'avance, et qui conforte le partage sciences humaines, sciences biologiques, et qui confirme l'homo-duplex, superposant, tout en les distinguant, homme biologique, organisme et homme social? L'autre voie, à mon sens, ce n'est pas celle justement que je dirais des écosystèmes, mais celle qui s'intéresse aux niches écologiques et qui permet des descriptions progressives des articulations entre société et milieu. Et si l'écologie à l'œuvre dans les textes rassemblés dans ce volume apporte des dispositifs d'enquête novateurs et originaux, ce n'est pas tant en élargissant la focale, en mettant l'homme dans son environnement, mais plutôt en invitant à voir comment ces articulations se jouent et doivent être décrites à une autre échelle, celle des quartiers d'Hollywood décrits par Jack Katz, avec cette typologie qui dément justement toute géographie exclusive, sans chevauchement, dans un schéma qui couvre l'ensemble de la ville, celle des divers espaces-temps des cités de Kamel Boukir, ou celle encore au ras du sol et du regard des enfants dans l'étude de Martha Muchot. Chacune de ces études de cas ne conçoit pas en effet des espaces homogènes dans lesquels les sociétés, celles des mecs de la cité, celles des enfants s'inscriraient comme des Bernard l'ermite, mais il s'agit plutôt d'un espace feuilleté comme celui des institutions et de leur juridiction, décrit notamment dans la première partie du livre.
Cette vie, donc, qui ne se laisse pas épingler sur une carte, hein, comme le dit avec une belle expression Jacques Katz. Donc des enquêtes qui donnent à voir des espaces de vie multiples, enchevêtrés, et non un espace homogène qu'on pourrait représenter dans une carte en 2 dimensions, dont on pourrait tracer de façon claire et exclusive les limites respectives à la manière d'une mosaïque de quartiers urbains. Et je crois que c'est à cette échelle fine qu'arrivent à se nouer les 2 ambitions affichées de l'ouvrage, qui veut justement tenir ensemble différentes modalités de description, celle capable de rendre compte des populations, des professions, celle qui tient donc une vue d'ensemble, et celle en même temps qui se joue à l'échelle des interactions, des rassemblements médiatisés par l'expérience, des milieux de vie, des espaces de vie, des histoires de vie, et à mon sens c'est le pari réussi de l'ouvrage. Beaucoup Alice. Alors je vais donner la parole sans plus tarder à Daniel, mais je vais être assez chiche au niveau du temps. Daniel, je vais te donner 5 minutes pour répondre à ces questions et commentaires. Parce que j'aimerais faire participer, je suis sûre qu'il y a pas mal de monde dans la salle qui voudrait te poser des questions. J'en profite pour vous annoncer qu'il y aura un pot tout à l'heure après le... Et ce n'est pas celui qui vient de se faire dévaliser là sur le côté, je vous rassure, le nôtre est derrière vous dans le petit hall. Donc je passe la parole à Daniel pour une réponse question par question dans l'ordre que tu veux, ou une réponse synthétique générique. Merci beaucoup pour vos lectures qui m'ont plongé dans des abîmes de perplexité pour certaines des questions. Alors, pour commencer par Jean-Louis, effectivement, il n'est pas beaucoup question de réseau trophique. Le passage de la notion de communauté biotique à celle d'écosystème, c'est Hensley, 1935, il vous dit qu'il ne faut pas abuser des métaphores végétales, etc. Et ça, je pense que c'est un tournant que ratent nos gens de Chicago. Ils sont complètement dehors. D'accord ? Et il y en a un, c'est Otis Duncan, qui est un type extrêmement intelligent, qui est un démographe dans les années 50, qui lui, par contre, va essayer de s'emparer de cette idée, de la réintégrer dans l'écologie humaine, et sans aller jusqu'à s'intéresser à l'hypothèse Gaïa, qui apparaît dans les années 1920. C'est pas encore l'hypothèse Gaïa, mais j'ai oublié le nom de la personne le nom m'échappe. Oui, ça naît très tôt. Mais ça vient vraiment dans les années 20. On commence, où en gros, il y a un écosystème global, mondial, et qu'il faut penser. Il faut aussi penser l'écologie à cette échelle-là. Donc tout ça, effectivement, sont des choses qui apparaissent. Et effectivement, Duncan est intéressant parce que, d'une part, ça va être un des premiers de ce groupe héritier de Chicago à travailler sur une question écologique. Il va écrire un papier sur le smog à Los Angeles à la fin des années 50, au début des années 60. C'est vraiment le tout premier qui commence à chercher les points de contact. Alors, de l'autre côté, tu as Odum qui dans sa somme, essaye lui aussi de faire un... Ça, c'est 53. Oui, Odum 53. De faire un peu de chemin en direction de l'écologie humaine. Mais tout ça est très fragile. Bon. Le bouquin, d'abord, traite des États-Unis. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la France, très clair. On a décidé de s'en tenir véritablement à cet héritage-là. Quelle que soit l'admiration que j'ai pour Sor ou pour Chambard, je veux dire, c'est des gens très importants, mais là, il n'était pas question d'en parler. Et on s'arrête quand même aux années 60 et à l'aube des années 70. Moi, je vais chercher vraiment la naissance de l'écologie, ce tournant de 70-72, en gros, où véritablement il y a une prise de conscience à l'échelle mondiale, je veux dire, de ces questions-là. Mais on va pas beaucoup plus loin. Donc on arrive à l'aube, je veux dire, du moment où on peut se poser toutes les questions que vous me posez et auxquelles on ne répond pas dans le livre. Il est intéressant, Duncan également, parce que il joue avec la notion de climax. Alors là, on voit les limites justement de cette notion-là. Lui, il fait sa thèse sur quelle devrait être la taille et la forme optimale de la ville. Vous imaginez le type de question. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ça quand tu étais à Chicago. Mais d'une certaine façon, il est complètement pris là-dedans. C'est-à-dire que pour lui, il doit y avoir des équilibres homéostatiques, et en
réglant la composition des différents éléments qui composent une ville, on devrait parvenir à un point optimal. Hein, et donc on devrait choisir, alors lui il fixe, je ne sais plus si la ville optimale c'est 40 000 habitants, un truc comme ça, enfin il a tout un délire là-dessus, d'accord, et que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on relit avec beaucoup de curiosité, mais ça ne veut plus dire grand-chose. D'accord. Il y avait Ogburn aussi qui était un drôle de phénomène. Et lui, il avait imaginé après la guerre de transporter les villes à la campagne pour éviter que les bombes atomiques, il y avait la hantise de la bombe, hein, pour éviter que les bombes atomiques détruisent les matériaux et les humains, il suffisait de les transporter, de déconcentrer les villes et de les disséminer à la campagne, étant entendu qu'avec les progrès des transports, on n'aurait plus aucun problème pour circuler en avion d'un endroit à un autre. Donc il n'avait pas prévu que tout le problème de la pollution que pouvait engendrer l'aéronautique. Bon. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça très curieuses qu'on peut reconnaître, mais la question du climax, effectivement, elle pose vraiment problème. Sur la contre-offensive de Maurice, bon, je n'ai pas envie de... Non, c'est hors sujet. Il a réhabilité Du Bois, qui n'était pas tellement oublié, hein, je veux dire, par ailleurs. Mais bon, il a voulu insister sur une école d'Atlanta qui, à mon avis, n'existe pas vraiment. Il y a Du Bois et quelques personnes qui naviguent autour. Du Bois, qui est un type, par ailleurs, génial et parfois un peu fou, tu vois, mais qui est quand même quelqu'un qui compte vraiment. Mais il a voulu le faire en écrasant le Chicago et Park. Bon. Et il le fait très mal parce que tout ce qu'il impute à Park en matière de biologisme et de racisme est complètement absurde en vérité. Quand tu travailles un peu, d'abord il n'a aucun élément d'archive qui montre que Park aurait empêché Du Bois de faire carrière. Bon. Et puis par ailleurs, ce qu'il raconte ne tient pas vraiment la route. C'est un problème parce qu'aujourd'hui tous les étudiants en première année lisent ce livre. Voilà, en sociologie. Donc il y a un vrai problème, je veux dire, dans la conception de l'histoire de la sociologie. Et pour l'écologie historique des savoirs, écoute, c'est un truc que j'avais commencé à développer avec Howard Becker. Et on avait un peu travaillé là-dessus avec Stéphane Bacciocchi. Stéphane m'a appris à faire de l'analyse de réseau et de la prosopographie. Hein. Et on s'est amusé à composer tout ça. Et en fait, l'idée qu'on avait, c'est de faire une écologie historique de la sociologie de 45 à 60 à Chicago. Tu vois, en prenant les différentes niches écologiques que sont le département, les disciplines, les projets de recherche, en travaillant sur les réseaux d'interconnaissance, en regardant comment les sources d'innovation étaient les chevauchements entre ces disciplines, comment Chicago s'étendait à tout le Midwest et avait également des excroissances, par exemple à l'université de Washington ou à Hawaï, bon, etc. Bon, moi j'ai fait tout un travail là-dessus, j'ai jamais fini. Autres, hein. Bon, je passe, excusez-moi. Hein, bon, pour Dylan, alors, tu as parlé d'écologie culturelle, je pense que tu as entièrement raison. Park en parle un petit peu. En fait, Park raccroche les wagons avec le pragmatisme, en gros. C'est avec Mead et Dewey, qui eux-mêmes développent une conception écologique, hein, je veux dire, de l'expérience, de la société, de l'histoire. Hein. Et il essaye de raccrocher les wagons, en même temps de réintégrer un certain nombre de concepts, effectivement, comme compétition, symbiose, dominance, succession, pour interpréter aussi les phénomènes culturels. Et ça, je crois que c'est une hypothèse intéressante, qui vaut la peine d'être creusée, sans en faire des lois écologiques. Ça, c'est tout le problème de Park. Hein. C'est que toi-même, tu dis c'est passionnant d'un point de vue descriptif, mais il y a un moment, il part, je veux dire, dans une théorie générale de la société et qui pose problème. Il aime beaucoup d'ailleurs la géographie humaine. Hein. Brune est traduit en 1920, la géographie humaine. En 1922 ou 25, je ne sais plus, c'est Vidal de Lablache et de Lamartine les principes de géographie humaine qui sont traduits. Et puis le bouquin de Fèvre, qui est également traduit en 1925, hein, qui est traduit comme une introduction géographique à l'histoire, ou quelque chose comme ça, un titre très différent du titre français. Et il va faire le lien entre morphologie sociale, c'est le premier à faire le lien entre morphologie sociale et écologie humaine, et il a vraiment une prétention d'élaborer une théorie générale avec des lois à la Comte, hein, etc. Je veux dire, et ça c'est très problématique, je pense. Mais prendre des catégories comme le fait Louise,
comme accommodation et montrer comment on peut la faire jouer empiriquement dans une enquête, moi je trouve ça formidable. Et on peut également faire ce travail-là sur certaines situations culturelles. Par exemple, la colonisation comme mode de dominance culturelle. Et décrire toutes les formes de dominance jusqu'à la domination et parfois la destruction, hein, qui se met en œuvre dans ce que dessine d'ailleurs Park et Burgess dans l'introduction à la science de la sociologie. Hein, il y a tout un passage sur la romanisation de la Gaule. Ils vont chercher des extraits comme ça, ils réfléchissent là-dessus. Bon, en tout cas, ce sont des choses qui peuvent être fécondes. Sur la psychologie écologique, oui, je crois que c'est quelque chose. Il y a un moment, moi je ne pense pas que c'est que de la psychologie, hein, c'est autre chose. Il ne faut pas penser la psychologie au sens strict, mais je pense effectivement il y a un mouvement dans le livre où on part de cette macro-sociologie écologique telle que la concevait Park et quelques autres d'ailleurs. Hein. On faisait de l'écologie de la folie, de l'écologie du divorce, on pratiquait toutes sortes d'écologie à Chicago. Et on se déplace progressivement vers l'étude, l'anthropologie des mondes sociaux et vers l'enquête sur la façon dont des situations, des interactions ou des parcours personnels pourraient être interprétés écologiquement. Bon. Et ça, je crois que tu as raison, c'est un truc important dans le livre. Il y a Goffman aussi qui est important quand même. Goffman, on l'a pas cité. Enfin, Goffman, c'est quand même développe une écologie de l'ordre d'interaction. Il y a l'écologie dramaturgique de Presentation of Self. Il y a l'écologie des territoires de soi dans Relations in Public, et il y a une écologie des engagements situationnels dans Behavior in Public Places. Donc il a plusieurs versions comme ça d'une forme d'écologie à rapporter, où il parle de la grande société du Durkheim, mais il la rapporte dans l'étude de l'ordre de coprésence. Donc ça, c'est également quelque chose de très intéressant. Est-ce que c'est une discipline chimérique? Chimère. Si on veut aller jusqu'au bout et qu'on se pose la question, comme on le faisait au début du XXe siècle, tu le sais, hein, sur l'architectonique des sciences, en cherchant, les philosophes voulaient avoir la primeur, et puis après les sociologues voulaient être la science reine, etc. Ben, je crois qu'on ne s'en sort pas, effectivement. Parce que quand tu regardes ce qu'ils appellent l'écologie humaine, tu as un peu de géographie, un peu de démographie, un peu d'économie, parfois de la biologie d'ailleurs, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, tu as tous ces éléments-là qui viennent s'entrelacer. Et tu vois d'ailleurs Park n'arrête pas de changer de position. Quand tu lis tous ces textes, tu te rends compte qu'il n'a pas une position achevée sur la question, de la même manière que le lien entre l'ordre biotique et l'ordre culturel, tu vois, c'est comme infrastructure, superstructure chez les marxistes, tu vois. Tu as toutes sortes de lectures possibles de ces choses-là. Ça n'est intéressant que si tu le prends encore par le petit bout de la lorgnette, je crois. Si tu mets ça à l'épreuve de l'enquête empirique, et si tu vas décrire effectivement dans des contextes donnés comment les choses fonctionnent. Dès lors que tu veux monter à un trop grand degré de généralité, effectivement, soit tu dis des banalités, soit tu dis des choses qui sont tout de suite contestables. Enfin, c'est un vrai problème, je pense, de ce point de vue-là. On a parlé d'écologie culturelle, mais on n'a pas le temps, mais on peut parler d'écologie politique aussi, parce que Park a toute une théorie du processus politique, hein, et qui est très proche de celle de Dewey finalement, hein, sur la formation des publics. Il a une conception du public, et enfin, moi je travaille sur ma chaire ici, c'est sociologie des mobilisations collectives et des problèmes publics. Sociologie des problèmes publics, ça vient très directement à mes yeux, de l'héritage de Park et de Dewey. Bon. Donc voilà, alors, une autre chose dont on n'a pas parlé, par exemple, c'est les travaux récents d'écologie coloniale. Bon, ça c'est intéressant, parce que vous voyez comment on peut articuler, je veux dire, des inégalités sociales, spatiales, avec des problèmes véritablement d'exposition à des formes de produits dangereux, de pollution, etc., à des risques de maladies encourus par certaines populations, etc. Ça, c'est une des directions également que pourrait prendre si on continue, je veux dire, le travail qu'on a à peine commencé. Et c'est le travail qui est fait actuellement. Je veux dire, effectivement, c'est quelque chose qui, à mon avis, permet de recroiser une écologie humaine, une histoire de l'environnemental et une écologie au sens plus classique du terme, l'écologie de la nature. Bon, je ne sais pas si c'est très clair tout ça. Et puis, bon, pour Alice, je suis désolé, je suis obligé de galoper, hein. Et ça me permet de ne pas répondre vraiment aux questions auxquelles je n'avais pas forcément de réponse. Sur le credo moderniste, tu as entièrement raison. Il faut bien voir que dans les années 20, on est encore fasciné
c'est cette espèce de Weltanschauung du 19e siècle. On est fasciné par les capacités, je veux dire, qui s'ouvrent à l'humanité, hein, et que ce soit d'ailleurs les pragmatistes, Dewey et consorts, ou que ce soit les sociologues, ils sont dans ce trip-là. Bon. En même temps, il y a d'autres gens, moi j'ai lu beaucoup de choses de forestiers et d'agronomes qui, dès la fin du 19e siècle, commencent à tirer la sonnette d'alarme. Hein, sur l'érosion des sols, sur bon. Bon, l'érosion des sols, quand même, c'est les années 30, bah, c'est le Dust Bowl. Hein, là, d'un seul coup, l'Amérique prend en pleine face, je veux dire, un problème écologique, et ça devient un vrai problème pour le New Deal, ça devient un vrai problème, un problème national, je veux dire, bon, qui doit être pris en charge par par des formes d'aménagement. Donc ça, c'est intéressant de voir comment ce credo moderniste va également se transformer au cours du temps, voir un petit peu par quelle voie, je veux dire, il va se transformer, etc., etc. Sur tout ce que tu as dit sur une micro-histoire, on pourrait dire une micro-sociologie, où on abandonnerait cette obsession des grandes lois écologiques pour aller décrire vraiment dans le détail comment les choses se passent, avec le modèle effectivement de Kamel, de ce point de vue-là, et Kamel Boukir, de ce point de vue-là, fait une ethnographie absolument exceptionnelle, je veux dire. Hein. Pour moi, c'est un des meilleurs papiers du bouquin. C'est vraiment de là qu'il faut repartir, je veux dire. Et également pour ce qu'on appelle les études environnementales à l'école, où parfois certains collègues sont habités par un désir d'écologie radicale, envie d'expulser les humains de la photo, hein, et de rendre la nature à ses droits. Moi, c'est pas quelque chose qui me convainc vraiment, mais je pense qu'effectivement, développer une idée d'espace de vie et d'histoire de vie aussi, avec, comme tu le disais, plus multiples, enchevêtrés, où on ressaisit des formes d'expérience également, des formes d'expérience d'ailleurs des êtres vivants autant que des humains. On essaye de voir un petit peu tout ce que ça peut engendrer sans avoir une vision nécessairement négative de la présence des humains. Ça me paraît effectivement une bonne idée. Laura Centemeri a soutenu son habilitation il n'y a pas longtemps, et elle va vraiment un petit peu aussi dans cette direction, je pense. Voilà, je ne sais pas si... Je suis obligé d'aller un peu vite, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, pas vraiment, mais... Oui, c'est quoi ta question qui tue, c'est quoi alors comme je te disais juste avant qu'on démarre, j'ai lu récemment Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines. Autre pavé de 900 pages. Alors je pense que c'est intéressant de lire un ouvrage après l'autre. Et puis peut-être dans ce sens-là, parce que c'est quand même, je dois avouer, après Bernard Lahire, c'est un relatif soulagement de lire Écologie humaine. Je préfère le dire honnêtement. Ça se suit aussi dans la mesure où, pour Lahire, c'est un plaidoyer pour une science sociale du vivant, et Lahire naturalise entièrement le social. Donc le social, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a plus que le culturel qui est le propre de l'homme, ou de l'humain. Et donc, c'est une vision tout à fait classique, évolutionniste, sur laquelle nous sommes le produit de nos adaptations, interactions avec le milieu qui nous environne. Et c'est là que vient vient ma première question, parce que j'en aurai deux. Finalement, dans l'ouvrage, je pense que ce qui fait la spécificité de cet ouvrage et ce qui permettrait de poser la spécificité de l'approche de l'écologie humaine, c'est justement cette démarche qui consiste à regarder non pas les structures incorporées, mais à regarder les processus d'interaction entre l'homme et son milieu, pour parler le langage de Park, ou les humains et leurs habitats, pour parler le langage vers lequel glisse l'ouvrage vers la fin. Mais ce qui m'a laissé un tout petit peu sur ma faim dans le livre, c'est la notion de transaction. La notion de transaction est évoquée peut-être 2-3 fois, mais j'aurais aimé en savoir davantage sur ce en quoi... comment tu définirais ces transactions? Est-ce que tu as encore le courage de dire un petit mot là-dessus? Et puis l'autre question qui est... Je m'attendais, à vrai dire, à ce qu'une question te soit posée là-dessus, parce que c'est quand même un ouvrage qui s'intitule Écologie humaine, mais qui porte entièrement sur l'urbain. Alors Jean-Louis en a parlé un petit peu, mais
une des questions que je me pose, c'est dans la mesure dans laquelle on peut transposer les concepts de l'écologie en ville, la ville comme super-organisme, etc. Personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe dans mes recherches parce que c'est ce qui se fait beaucoup en Chine avec justement l'application de toutes ces théories que cite la conclusion, la cybernétique, etc., les notions de capacité de charge, ça s'applique aux humains et là pour le coup ça sert entièrement des politiques eugénistes de remplacement des populations et d'augmentation de la qualité des populations en ville, au nom justement de l'écologie. Et donc, dans quelle mesure peut-on considérer que l'écologie humaine tire quelque chose de propre qui vient du fait qu'elle tire son origine d'études urbaines. Je pense que ce serait intéressant de préciser ça peut-être dans un, je sais pas si tu vas ajouter un petit texte sous forme de, je sais pas, de manifeste. En fait, c'est un livre qui pourrait déboucher sur un manifeste, hein, là, mais la conclusion y est presque. Et moi, il m'a manqué un manifeste à la fin. Et je m'arrêterai là. Un manifeste, on ne voulait pas le faire, justement. On voulait poser des questions, éviter d'être trop assertif. Mais écoute, sur la transaction, c'est une catégorie qui vient de John Dewey, hein, c'est Knowing the Known. Donc la transaction, c'est une interaction en fait qui change en même temps, où la relation se transforme en même temps que les termes de la relation. Voilà. Et donc c'est une conception très dynamique en fait, processuelle de l'interaction. Donc c'est pour ça qu'il réapparaît régulièrement, et puis parce que Dewey n'arrête pas et Mead d'ailleurs n'arrête pas de répéter que l'expérience se joue dans la transaction de l'organisme et de son milieu. Bon. Donc c'est un petit peu, on a un petit peu en contrebande réintroduit ce langage, un langage plus pragmatiste, je veux dire, dans lequel on se reconnaît les quatre auteurs, je veux dire. Oui, il me paraît clé pour justement définir votre démarche. En même temps, il reste très vague quand tu lis les pragmatistes, tu vois, parce qu'organisme et milieu, qu'est-ce que c'est? Tu vois, il parle d'organisme. Moi, je rajoute l'espace de vie, l'histoire de vie, la socialisation de l'organisme, etc. Et idem pour le milieu. C'est bien plus compliqué qu'un simple milieu biologique. Donc ça, c'est juste pour te répondre rapidement à la première question. J'aimerais bien que tu me donnes une référence sur l'usage de l'écologie en Chine. Je ne connais pas du tout ça et ça me paraît à la fois, comment dire, horrible et intéressant. Alors, est-ce que... La politique de l'enfant unique a été inspirée directement par le rapport Meadows. D'accord. Ok. Je ne savais pas. Écoute, je ne savais pas. Et donc, pourquoi les études urbaines? Tout simplement parce qu'on est tous plus portés à travailler sur ces questions de socio-urbaine que de socio-rural. Mais tu as des travaux très intéressants. Un des plus intéressants, c'est Dawson, qui était un type de Montréal. C'est lui, en fait, qui crée le département de sociologie à McGill et qui accueille Hughes, d'ailleurs, Everett Hughes, quand il va vivre au Canada, et qui va sans arrêt envoyer des étudiants vers Chicago. Toronto et Montréal font partie finalement de la zone d'influence de Chicago. Et lui, il a toute une enquête très intéressante où il applique l'écologie humaine à toutes ces campagnes, ces plaines du Saskatchewan, du Manitoba, etc. Donc ça, c'est un exemple. Tu as des gens comme... il y a également d'autres études du même type dans le sud des États-Unis. Alors, j'ai plus la référence en tête, mais je peux te la retrouver. Donc, c'est tout à fait applicable également aux campagnes. Il se trouve juste que nous, on est beaucoup plus intéressés par des questions urbaines, et voilà, ça s'est traduit ça s'est reflété dans les textes. Voilà. Merci à vous. C'est pas une question, en fait, c'est une sorte de réaction, remarque. Pour vous féliciter pour évidemment tout ce travail, mais aussi cette ouverture de la troisième partie que je n'ai pas lu, hein, mais j'ai écouté vos exposés, qui noue donc psychologie et sciences sociales, ce qui est quand même quelque chose de rare, trop rare on va dire. C'est une articulation qui est complexe, mais qui du coup est devant laquelle on recule souvent. Et je me suis demandé, du coup, je sais que votre approche est historique, qu'elle s'arrête à une certaine période, mais elle pourrait être prolongée, peut-être dans ce sens-là.
notamment du côté de la psychanalyse, je dirais la plus contemporaine, la plus post-freudienne, qui est devenue une psychanalyse du milieu, à beaucoup d'égards. Il y a eu des prodromes avec le travail d'Otto Rank sur le milieu fœtal, l'écologie fœtale, on pourrait dire aujourd'hui, qui dessine quand même quelque chose de très important, au sens où c'est une anthropologie qui donne des données très empiriques pour asseoir finalement, à côté de la nature consciente, rationnelle de l'être humain, quelque chose de fondamental dès le départ, qui s'inscrit structurellement à l'origine, du côté du lien, une vie attachée et une vie contenue aussi. Un courant ultérieur avec Winnicott, bien sûr, la notion de milieu, et de façon plus récente, la notion d'enveloppe psychique. Et elle me semble très intéressante par rapport à tout ce que vous avez abordé, parce qu'elle peut conduire aussi vers une réflexion politique, en mettant en jeu toute la question de la contenance et la manière dont les groupes humains ou les individus sont à la recherche d'une contenance, d'une enveloppe en fait, à différents niveaux, avec des emboîtements justement, des effets un peu de couches d'oignon en quelque sorte. Enfin voilà, donc ça m'a suggéré, en vous écoutant, ça m'a suggéré tout ça. Donc vous voyez plus ça. Oui, mais en même temps, il y a des structures, si vous voulez, sur lesquelles se construisent ensuite évidemment des choses socio-historiques et fines, comme vous avez détaillé, mais elles sont intéressantes. Mais par exemple, il y a quelque chose qui va vous amuser, je ne me rappelle plus son nom malheureusement, je dois écrire sur elle, j'ai oublié son nom. C'est la première femme qui fait une thèse avec Mead et avec Tufts, donc les pragmatistes du département de philosophie, sur le féminisme. La première thèse en philo sur le féminisme, c'est à Chicago, et c'est cette femme qui l'a fait, dont le nom m'échappe maintenant. Et en fait, elle se réoriente ensuite vers le travail social, parce que les carrières universitaires sont de toute façon barrées aux femmes à l'époque, et elle devient la réceptrice et la traductrice de Rank aux États-Unis. Alors son nom m'échappe maintenant, mais justement elle va développer toute une conception, je veux dire, du développement de la personnalité. Elle est lesbienne, elle vit en couple, elle adopte des enfants en situation de handicap. Enfin, il y a toute une histoire comme ça que je dois raconter un jour. Et effectivement, cette femme-là passe de cette enquête sur la question comment dire, de la transaction avec le milieu, hein, qu'elle apprend auprès de Tufts, de Mead et non, Dewey est déjà parti à l'époque, et vers Rank. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser. Mais on ne parle pas de ça, hein, quand on parle de psychologie écologique, c'est vraiment les travaux de Gibson, ce que fait Goffman, Barker Wright, et tout le travail sur les enfants du Midwest, enfin ce genre de choses. On reste plus du côté des sciences sociales. Je vois mes étudiants qui restent muets là. Tu les as tétanisés. On a parlé de tout ça en cours quand même. Merci pour cette présentation. Je vais remercier mon collègue qui est sociologue, qui n'arrêtait pas de me parler d'écologie. Moi je suis philosophe, donc j'avais beaucoup de réticences par rapport à l'écologie. Il m'a convaincu avec votre ouvrage de venir assister à cette conférence et je vous promets que je vais converti. Voilà, je le remercie parce qu'il n'a pas pris la parole, mais il est en train de lire votre bouquin, donc c'est intéressant. Je vais essayer de me faire violence et déconstruire le rapport que j'avais avec l'écologie. Merci. De rien. Vas-y. C'est intéressant, il est en train de lire le bouquin en plus. Je vais enchaîner du coup. Merci, chers collègues, d'avoir ouvert la parole. Donc on est peut-être pour recontextualiser, pour témoigner aussi l'intérêt qu'on a pour votre ouvrage. On est formateur en travail social et c'est vrai que à vous écouter, donc moi je suis sociologue, j'ai été inspiré par les travaux de Robert Park dès le début de mes enquêtes et aujourd'hui je me pose la question des liens entre l'écologie humaine et le travail social. Alors on voit que Jane Addams notamment est présente dans les présentations que vous faites
des textes. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Enfin, si la question est peut-être un peu courte, mais et le temps sera court aussi pour développer. Mais voilà, les liens entre écologie humaine et travail social et les pistes qu'on pourrait explorer pour les approfondir. Merci. Je peux vous en dire plus. Alors, le travail social et la sociologie, en fait, ce sont pratiquement les mêmes personnes. Quand vous lisez les 20 premières années de l'American Journal of Sociology, il y a autant d'articles qui viennent de réformateurs sociaux que de travailleurs sociaux, que de gens qui sont dans le social gospel également, hein, que de sociologues qui aspirent à fonder une science. Donc tous ces gens-là sont mélangés. La date clé, c'est après la Grande Guerre, c'est 1919-20, où sont créées les grosses écoles de travail social, Chicago, Boston, Philadelphie, New York. D'accord ? Et c'est là que les deux disciplines vont véritablement diverger. D'accord ? Alors, ce n'est pas un lien de l'écologie humaine tel que la développe Park avec le travail social, mais c'est plus une manière de penser de façon écologique, c'est la manière des réformateurs, en inscrivant les pratiques dans leur milieu. D'accord ? Ce que je disais tout à l'heure, hein, pour penser la carrière du délinquant, il faut cesser de biologiser des déficiences qui seraient les siennes. Il faut véritablement repenser toute la série des transactions que cette personne-là va avoir, avec elle-même bien sûr, mais surtout avec ses parents, avec ses amis, avec les voisins du quartier, et puis avec les institutions, hein, les institutions disciplinaires, les institutions scolaires, etc. Et c'est véritablement en suivant des personnes qu'on réussit à comprendre pourquoi elles deviennent délinquants, pourquoi elles sortent de la délinquance. D'accord ? Pourquoi elles finissent par rejoindre un gang et puis elles finissent à 25 ans dans l'outfit d'Al Capone, ou pourquoi au contraire elles rentrent finalement dans le droit chemin et elles acceptent de mener une vie un petit peu comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment un raisonnement écologique au sens fort que vous retrouvez c'est l'école de Jane Addams finalement. Quand je dis Jane Addams, c'est Edith Abbott, c'est Sophonis Breckinridge, ce sont les femmes qui créent, avec Graham Taylor, qui créent finalement l'école de service social, comme on l'appelle, de Chicago. D'accord ? Et très clairement, c'est une manière de concevoir le travail social qui s'est un peu perdu par la suite, qui à un moment donné a donné lieu à la dynamique de groupe, etc., mais qui ensuite s'est perdu, que j'ai l'impression on redécouvre aujourd'hui, en particulier en France. Vous n'êtes pas il y a plusieurs travailleurs sociaux déjà qui m'ont approché pour me demander des informations là-dessus, et qui est très différente du type de travail social qui va se mettre en place avec, comment s'appelle c'est Richmond, hein, Mary Richmond, qui a un livre magnifique par ailleurs, hein, sur la case study, comprendre comment faire de l'enquête, mais en psychologisant les problèmes, en les réduisant à la famille, en dissociant la famille du quartier ou de paramètres un peu plus politiques, et en même temps en professionnalisant le travail social. C'est-à-dire que les proches de Jane Addams, elles vivent dans Hull House et elles payent leur personne. C'est presque un sacerdoce. Elles sont plongées dans les problèmes sociaux qu'elles essayent de résoudre. Avec Richmond, c'est différent. Il y a une vision plus de scientisation du travail social et de professionnalisation qui fait que tout ça va se passer, c'est cette version qui va l'emporter, et tout ça va se perdre petit à petit. Voilà, donc c'est pas tellement avec l'écologie humaine telle qu'elle est développée par Park et par les sociologues de Chicago, mais plus avec une conception écologique des conduites qui existe déjà auparavant, hein, dont Park hérite, hein, et qui existe auparavant aussi bien chez les réformateurs sociaux que chez les pragmatistes, dont Jane Addams est très, très proche. Hein. C'est une amie personnelle de Mead, Dewey, Tufts, enfin bon, ce sont des gens de Thomas aussi bien sûr, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Voilà. Je vous ai répondu ? Ah, okay. Tout le monde est fatigué, je crois, tu sais. Une question, je peux éventuellement vous proposer de continuer la discussion. Peut-être que des questions vous viendront en prenant un verre dans le petit hall. Donc c'est de l'autre côté, derrière vous, de l'autre côté de l'escalier. Et merci. Bravo Daniel, bravo à tout le monde, merci beaucoup. Merci.